Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 janvier 2017. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une bonne année, au cas où je n'aurais pas croisé certains d'entre vous dans nos émissions jusqu'ici. Certains sont encore en vacances, d'autres sont de retour, donc tous nos voeux de bonheur et la bonne santé de la part de toute l'équipe de CMC Markets. Le titre du jour est Trou d'air sur le dollar. En effet, jusqu'à ce matin, comme je vous l'ai expliqué dans la matinale, nous avions des équilibres inchangés, tout comme ces dernières séances et tout comme ces dernières semaines. Qu'est-ce que sont ces équilibres inchangés depuis plusieurs semaines ? Eh bien, c'est des indices haussiers et soutenus en Europe et aux États-Unis. C'est un pétrole haussier et soutenu. C'est un dollar haussier et soutenu également. Et parallèlement à ça, on a l'euro qui est sous pression et l'or qui l'a été jusqu'ici. Depuis à peu près une semaine, on a un petit changement au niveau des équilibres du dollar qui a permis à l'euro de ne pas accélérer sous ses plus bas à 1,04 mais de se reprendre au-dessus des 1,05 et on a l'or qui s'est repris sur les 1130 dollars et qui a quand même fait un beau rebond de 1130 à 1180 dollars, donc 50 dollars de hausse. Ces mouvements ont été dus à des prises de bénéfices ainsi qu'à des rebonds techniques spéculatifs inscrits dans des tendances baissières. Ce que je vous disais ce matin, c'était que le dollar était toujours ferme, qu'il était sur support. Et on avait constaté que l'or avait touché les 1180 dollars, l'euro avait touché les 1,0570, une résistance clé, et l'AUD une résistance clé également à 0,7330. J'expliquais donc que des rebonds techniques s'étaient formés sur certains actifs dénominés en dollars, car le dollar consolidait. Et parce qu'on a touché des résistances, je vous expliquais que si le dollar se raffermissait de nouveau et repartait à la hausse, eh bien, ces différents actifs pourraient reprendre leur tendance baissière. Le fait est qu'à 14h15 a été publiée l'enquête ADP. C'est une enquête sur les demandeurs d'emploi aux États-Unis et le chiffre était mauvais, en dessous des attentes. Ce qui n'augure pas forcément d'un bon chiffre vendredi. Vendredi, je vous rappelle qu'on a les NFP, les Non-Farm Payroll, les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis. Donc cet après-midi, nous avons assisté à de nouveau une pression baissière sur le dollar. On a l'euro-dollar qui est remonté un peu, l'AUD-USD qui est remonté un peu, l'or qui tient bien. Et vous l'aurez remarqué peut-être, l'USD-Yen a été quand même sacrément attaqué. Il a testé la zone clé des 115,50, 116. Il est dessus. Et on verra dans les séances à venir si les chiffres américains sont bons. La tendance haussière pourrait perdurer sur le dollar et on pourrait repartir à la hausse, auquel cas le titre du jour prendrait tout son sens, c'est-à-dire trou d'air sur le dollar. Si au contraire les chiffres notamment du NFP étaient mauvais demain aux États-Unis, eh bien cela engendrerait très certainement un changement d'état d'esprit chez les opérateurs et on pourrait voir des cassures sur les paires en dollars, auquel cas les actifs dénominés en dollars comme l'or ou comme certains métaux, le platine ou comme certaines paires en dollars, eh bien reprendraient du terrain. Donc voilà, des équilibres inchangés, sauf sur le dollar qui commence à être sous pression. C'est normal, on est la veille des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Donc dans les 24 heures qui viennent, on va avoir, je pense, cette réponse. Est-ce un trou d'air sur le dollar avant une reprise de la hausse ou est-ce qu'au contraire on assiste à un changement d'état d'esprit ? Voilà pour cette introduction, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre en cours d'émission et j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le DAX tient toujours fermement les 11 530 points, il les a travaillés hier, il les a travaillés ce matin, pour l'instant ce seuil support tient, on est donc toujours dans une tendance haussière sur le DAX, et ce, tant que les supports tiendront.
Je sais, je me répète, mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans une tendance haussière depuis 8 semaines, que l'état d'esprit des opérateurs n'a pas changé une seule fois depuis, et tant qu'on ne cassera pas de support, vous me verrez répéter la même chose tous les jours. Le Dow Jones Industrial Average, lui, perd 0,1% à 19 920 points. Il est dans un range à court terme, compris entre un support à 19 750 points et une résistance psychologique à 20 000 points. Le Dow Jones est monté mercredi et jeudi, ces deux premiers jours de cotation de l'année. Aujourd'hui, il consolide un petit peu, notamment après l'ADP qui était mauvais. Le pétrole WTI, lui, travaille ses plus hauts annuels en cours de clôture à 53,3 $ avant les stocks. On attend une baisse des stocks de pétrole, c'est la raison pour laquelle les opérateurs spéculent à la hausse sur les cours du pétrole. Et en fonction des stocks qui, je vous le rappelle, seront publiés à 17h, eh bien, le dollar devrait prendre soit la hausse, soit la baisse, dépendamment des chiffres. Va-t-on enfin consolider ou au contraire va-t-on aller chercher, voire dépasser les plus hauts annuels? On pourrait avoir des indications en fin d'après-midi. Le platinium, sur lequel je vous ai écrit une alerte mardi car il cassait les 915 $ à la hausse, continue d'accélérer. Je doutais du mouvement haussier ce matin car on travaillait les 950 $ qui ne passaient pas et sur d'autres métaux on avait touché des résistances. Mais force est de constater que depuis cet après-midi le dollar de nouveau a été sous pression et ça a permis donc au platine de passer en force cette barre des 950 $. C'est à confirmer en clôture bien évidemment. Si on casse ce seuil en cours de clôture, tant qu'on est au-dessus des 950 $, on pourrait même aller chercher les 1000 $. Si on clôture sous 950 $, eh bien on invalide les perspectives haussières en clôture sous résistance. Comme je vous le disais en début d'émission, le dollar est attaqué et c'est l'USD Yen qui représente le mieux cette attaque puisque l'USD Yen retrouve les 115,516 zones de soutien clés. Je vous montrerai tout à l'heure le graphique hebdomadaire. Vous verrez à quel point on a donc fait un double échec sous les 118,50 et à quel point on est de retour sur un support clé, la zone des 115,50. Va-t-on consolider à plat le temps de retrouver de la force et de continuer à la hausse en direction des 120 yens ou au contraire est-ce la fin de ce rebond majeur sur la paire USD Yen? Nous devrions potentiellement être fixés demain avec le NFP. Et puis, fait particulier, le Bitcoin, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, puisqu'il a gagné 40%. Le Bitcoin a perdu 250 $ en séance, après un rebond de la devise chinoise contre le dollar. Alors, je vais vous expliquer cette phrase, parce que là, vous vous dites pourquoi il nous parle de la devise chinoise et du Bitcoin et du dollar dans la même phrase. Ces dernières semaines, la monnaie chinoise a fortement chuté par rapport au dollar américain. Et il y a des sorties de capitaux en Chine qui sont en train d'être contrôlées par le gouvernement qui est en train de changer les lois par rapport justement aux sorties de capitaux pour empêcher les sorties de capitaux de l'économie chinoise. Parce qu'il y a des sorties de capitaux, la monnaie donc est délaissée et chute. Parce que certains opérateurs chinois ont voulu se diversifier et éviter cette baisse de la devise chinoise sur leurs avoirs, eh bien certains d'entre eux se sont diversifiés. Et c'est ainsi que ces dernières semaines, on a vu un flux de capitaux arriver de la Chine sur les marchés du Bitcoin assez hallucinant. Pourquoi sait-on que ces flux viennent de Chine? Tout simplement parce qu'ils viennent des plateformes de Bitcoin chinoises. Donc les flux sont bien identifiés comme des flux venant de Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh bien cette nuit, alors que la paire USD-CNY, donc le dollar contre le yuan, cette nuit frôlait la barre psychologique des 7 yuan pour un dollar, eh bien le gouvernement chinois a dit qu'il n'accordait pas d'importance à ce seuil et qu'il continuait de contrôler, mais qu'il n'avait pas de limite psychologique à surveiller en quelque sorte. Eh bien, cela a engendré un reflux très net de l'USD contre le CNY, donc le yuan, un reflux assez fort, et ça a engendré en fait une chute du Bitcoin. Parce que qui dit raffermissement du yuan dans la nuit, dit que potentiellement les opérateurs qui se couvraient ici, jusqu'ici sur la baisse du yuan via le Bitcoin n'ont plus intérêt à le faire. Le Bitcoin venait de passer en quelques semaines de 600 $ à cette nuit 1130 $. Or, à 1160 $, on a une résistance qui correspond au plus haut historique de cette monnaie virtuelle. Et donc, parce qu'on était sous résistance, parce qu'on a eu une reprise de la devise chinoise, on a eu un Bitcoin qui a perdu 250 $. Alors, beaucoup essayent de parler du Bitcoin comme une nouvelle monnaie. Je tiens quand même à mettre un petit bémol là-dessus.
la valorisation, la capitalisation totale du marché du Bitcoin représente 20 milliards. Sur le marché global de la dette ou des monnaies, ce sont des poussières. Voilà. Et pour ceux qui disent que le Bitcoin remplacera l'or comme une valeur défensive et tangible, à vous de voir. Vaut-il mieux avoir des Bitcoins qui sont des lignes de 1 et de 0 sur un disque dur qui peut être détruit, ou de l'or qui est inaltérable que vous avez dans votre poche et qui ne peut pas perdre de sa valeur? Ça, c'est le grand débat du moment entre les détenteurs d'or et de Bitcoin. On leur laissera ces discussions. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, on note toujours certaines banques recherchées avec Unicredit et Deutsche Bank, mais on note une certaine disparité au niveau du secteur puisque dans les plus fortes baisses, vous retrouvez Société Générale. Donc on a certains titres qui continuent de s'apprécier, de rattraper leur retard, peut-on dire, notamment les banques italiennes et puis Deutsche Bank qui avait connu une année 2016 très compliquée. Et on a des titres qui sont bien montés comme Société Générale qui a pris 100% depuis le Brexit et qui, au contraire, sont sous le joug de prise de bénéfices. On notera également que s'opère une rotation sectorielle au profit de titres défensifs, puisque vous avez quand même dans les plus fortes hausses du jour, aujourd'hui, Telefónica en Espagne, et puis Deutsche Post en Allemagne, qui sont typiquement des valeurs extrêmement défensives. Donc on a des marchés qui se stabilisent sur leur plus haut, parce que les locomotives qui étaient les bancaires et les matériaux de base consolident, et on a cette fois les valeurs défensives qui à leur tour font leur rattrapage et qui soutiennent les marchés. C'est la raison pour laquelle on a des marchés qui sont toujours haussiers et qui ne corrigent pas à la baisse. En termes de statistiques, donc je vous disais que le dollar avait été attaqué en début d'après-midi, car à 14h15, on a eu la publication de l'ADP. Donc l'emploi privé en décembre a été décevant. Le cabinet de services aux entreprises ADP a comptabilisé 153 000 créations de postes dans le secteur privé le mois dernier aux États-Unis, soit un recul de 62 000 en rythme mensuel. D'ailleurs, on a un chiffre qui a été révisé. Et les analystes s'attendaient pour leur part à une baisse moins marquée, autour de 170 000. Donc pour la première fois, alors que ces dernières semaines, on a eu pratiquement 100% des statistiques américaines en ligne ou supérieures aux attentes, là, on a eu un chiffre décevant, et alors que le dollar se trouve sur ses plus hauts de ces dernières semaines, il est donc légitime qu'il ait été un minimum attaqué. Le chiffre du jour, c'est 1163, je n'étais pas certain de vous en parler tout à l'heure. 1163, c'est le record historique du Bitcoin en dollars, approché cette nuit, mais toujours résistance, puisque le Bitcoin, cette nuit, est passé de 1163 à 895 $, et je pense qu'il s'est stabilisé autour des 950 000 $. Je n'ai pas regardé il y a 15 minutes où il était, mais voilà, on a eu une chute de 270 $ en intraday. Donc vous comprendrez bien que le Bitcoin est quelque chose d'extrêmement volatile, et qui dit extrême volatilité dit dangerosité. Côté entreprise, aux États-Unis, ça ne va pas très fort dans le secteur de la grande distribution. On a Macy's et Kohl's le même jour qui ont annoncé des révisions à la baisse de leurs prévisions de bénéfices pour 2016. Ces titres étaient attendus en baisse de plus de 10%. On regardera ensemble ces titres dans la partie graphique. Stanley Black & Decker achète Craftsman pour 900 millions de $. Monsanto, qui a récemment été racheté par Bayer, a renoué avec les bénéfices au premier trimestre. Apple a retiré le New York Times de son Apple Store en Chine suite à la demande des autorités chinoises. Donc on a un peu l'impression en ce moment qu'une petite guerre entre Chine et États-Unis est en train de se mettre en place. Enfin, pas une guerre au sens guerre, hein, une guerre au sens économique du terme, au sens stratégique, notamment suite aux nombreuses attaques de la Chine par Donald Trump. Et puis enfin, Amazon étudie le rachat d'American Apparel. American Apparel, marque de vente de vêtements américaine qui a récemment fait faillite. Et puis côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, dans les hausses, on a General Motors qui a publié de très bons chiffres, notamment un record historique de vente en Grande-Bretagne. On a Freeport-McMoRan et Energy qui grimpaient également. Donc Energy, c'est l'électricité.
Et Freeport McMoran, je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai perdu. Freeport McMoran, je vous le retrouverai tout à l'heure. Et dans les baisses, Tesaro Corporation et Valero Energy, c'est des baisses dans le secteur du pétrolier, puisqu'on avait connu une consolidation assez violente du pétrole hier, avec une baisse de 5% en séance. Ensuite, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques, j'ai choisi aujourd'hui un biseau ascendant sur le Nasdaq 100 en données journalières. C'est un biseau que je vous avais déjà montré à la mi-décembre. Je vous avais montré ce biseau mi-décembre car on atteignait la borne haute et on avait vu ensemble que ça correspondait donc à une zone de résistance sous un seuil psychologique de rechef, les 5000 points. Donc on a consolidé sous la borne haute de ce biseau et on est venu chercher, frôler la borne basse ici, vers 4850 points en fin d'année, le 30 décembre. Et depuis le début de l'année, on a mardi, mercredi et jeudi 3 chandeliers haussiers, une tendance donc haussière en données hebdomadaires et journalières toujours intactes. Ce biseau nous permet de cadrer les supports et les résistances sur le Nasdaq 100. Le support, il est oblique et il passe à 4850 et plus on avance dans le temps, plus il va monter logiquement vers les 4900 points. Quant à la résistance, la borne haute de ce biseau ascendant, eh bien, elle se confond désormais avec le seuil psychologique des 5000 points. Donc on a nos supports et nos résistances sur l'indice américain. Ensuite, on va passer sur la plateforme de CMC Markets. Et voici le 440. Le 440 est aussi en données hebdomadaires, journalières et même 4 heures. Vous voyez la zone des 4880 points qui a été particulièrement défendue. Alors en fait, les 4880 points, c'est la clôture du premier jour de l'année, de mardi dernier. On a tenté de gaper à la hausse le mercredi, mais on s'est mis à consolider gentiment et on est revenu fermer ce gap à 4880 points hier et on est revenu tester ce support favorablement ce matin. Tant que le 440 sera au-dessus des 4880 points en données 4 heures, il sera extrêmement haussier. Si et seulement s'il casse les 4880 points, il conviendrait d'être un petit peu plus neutre. On pourrait alors revenir sur les 4820 points, seuil journalier. Seule la cassure des 4820 points changerait la donne en données journalières par rapport à la tendance swing. Vous comprendrez donc qu'on n'est toujours pas là de parler de signaux baissiers ou de retournement de marché, et ce, jusque nouvel ordre. Les acheteurs, en conclusion, gardent donc la main. Sur le DAX, c'est la même chose. On a ouvert l'année en hausse, limite avec une hausse euphorique, puisque le DAX a gagné 250 points en 24 heures. Puis on a stabilisé mardi, mercredi, jeudi. On est venu prendre appui sur les 11 530 points. C'est l'équivalent des 4880 points sur le CAC. Même si on casse ce support-là, ça nous ferait être un petit peu plus neutre à court terme et on pourrait revenir sur les supports journaliers. Seule une cassure des 11 400 points support journalier clé sur le DAX me ferait penser que potentiellement la tendance journalière va s'inverser à la baisse. Tant qu'on est au-dessus de ces supports, et ce jusque nouvel ordre, les acheteurs ont la main, la tendance est haussière et les probabilités le sont également. Ensuite, on regarde les indices américains. Aux États-Unis, on a le Dow Jones qui est en légère baisse, 0,07%, sous ses plus hauts d'hier, sous ses plus hauts historiques. Va-t-il les dépasser? Telle est la question. Peut-être qu'il attend le NFP de demain, les chiffres mensuels de l'emploi. Seule la cassure des 19 750 points me ferait douter de la hausse. Et puis, en cas de cassure des 20 000 points, bien évidemment, c'est un nouveau potentiel qui s'ouvrirait à l'indice. Alors, vous voyez le concept de rotation sectorielle dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien là, on le voit très clairement entre le Nasdaq 100 et le Russell 2000. On a aujourd'hui l'indice Russell 2000 des small caps qui est bien monté hier, qui consolide ce jour de 0,4%. Et on a au contraire le Nasdaq qui était un peu en retard, qui a rattrapé son retard et qui monte ce jour de 0,40%. Donc vous voyez bien que c'est des vases communicants, un indice baisse alors que l'autre se reprend, ce sont des ajustements. En attendant, globalement, les marchés restent positivement orientés, ne cassent aucun support même quand ils consolident. Les acheteurs gardent donc complètement la main sur ces indices américains qui sont susceptibles d'aller challenger leur plus haut annuel et historique tant que les supports tiendront. Voilà.
Ensuite, on va regarder ce qu'il se passe sur les titres US. On va aller regarder justement ce qu'il se passe sur Macy's. Donc Macy's perd 14%. Alors, par contre, c'est une situation intéressante. Voilà, vous voyez bien ce que c'est qu'un changement d'état d'esprit et un changement de tendance. Hein. Vous voyez bien, là on regarde le titre Macy's en données hebdomadaires depuis 2009. Vous voyez ici une magnifique tendance haussière qui s'est développée entre 2009 et 2015. Un changement d'état d'esprit à l'été 2015, on a cassé la tendance haussière et depuis on est dans une tendance baissière. L'année 2016 était une année de range. Et donc, la voici, l'année 2016, on s'est mis dans un range. Et en fait, alors que les chiffres de la grande distribution étaient mauvais cette année aux États-Unis et que les titres étaient sous pression, comme vous pouvez le voir ici en mai 2016, en seconde partie d'année, les chiffres ont été un petit peu meilleurs. Et puis, suite à la nomination de Donald Trump, eh bien, puisque Donald Trump souhaitait faire des baisses d'impôts, ça allait rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs américains et ça allait potentiellement profiter à la grande distribution. Donc c'est la raison pour laquelle les actions se sont bien reprises jusqu'au mois de décembre. Et puis vous voyez, depuis, les craintes ont refait surface et les cours sont repartis à la baisse. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que le titre perd 14% et revient ainsi sur ses plus bas de l'année. Ses plus bas de mai dernier à 30 $. 30 $, c'est donc le bas d'un range de moyen terme conjugué au plus bas annuel du 18 mai 2016, conjugué à un seuil psychologique, puisque chiffre rond à 30 $. En cas de cassure des 30 $, on casse un support de moyen terme dans le sens de la dynamique baissière en place depuis un an. Ce serait un signal baissier supplémentaire et alors peut-être qu'une nouvelle vague baissière pourrait prendre forme. A contrario, si le titre qui a violemment chuté ce jour devait positivement réagir à proximité de ce support, sur ses plus bas de l'année, fin de 2016, eh bien on pourrait potentiellement peut-être se stabiliser et rester inscrit dans ce range. C'est-à-dire qu'on serait passé très rapidement de la borne haute à la borne basse, mais même si les fondamentaux se dégradent, ils ne sont pas suffisamment dégradés pour casser la borne basse, et si on réagit positivement ici, eh bien ça pourrait être le début d'un rebond. Donc voilà, quitte ou double sur les 30 $, on verra bien. Ensuite, dans les baisses, on retrouve US Steel Corporation, mais vous voyez que c'est une consolidation sous résistance dans une tendance haussière, pas un signal baissier. Pour l'instant, on est toujours dans notre petit range sur US Steel. Très beau chandelier haussier hier. Il faudrait casser les 37,40 $ pour pouvoir accélérer vers les plus hauts de 2016, voire de nouveaux records. Pour l'instant, c'est un range, on en attend la sortie. Tesla Motor, elle s'est bien appréciée hier, aujourd'hui elle consolide. Donc vous voyez que globalement les baisses du jour c'est des consolidations des hausses d'hier. Donc c'est clairement pas des signaux baissiers, des tendances baissières caractéristiques d'un marché baissier. Oh là, ça c'est intéressant. Ça c'est très beau. On a un double test positif des plus bas historiques sur le titre GoPro. Je vous ai parlé de GoPro déjà la semaine dernière. GoPro en fait tente de s'accrocher à ses plus bas de 2016, ses plus bas historiques à 8,60 $. Elle y a déjà été 2 fois et les 2 fois elle a réagi positivement et vous voyez qu'elle est en train de tenter quoi? Une sortie de canal baissier par le haut. On a donc eu un test positif des plus bas historiques, 2, une divergence sur le RSI, 3, une sortie par le haut du RSI de sa zone de survente, 4, une attaque de la résistance. Si la résistance casse, c'est donc un signal de retournement de tendance à la hausse qui serait potentiellement donné. On verra donc en clôture et dans les séances à venir si ce scénario venait à prendre du poids. Deuxième breakout très intéressant, je vous en ai parlé hier, Cameco Corp. Tendance baissière depuis 2 ans et demi, titre qui s'est bien repris de 30% entre octobre et décembre. Ça fait bientôt 1 mois que le titre consolide pile poil sous une oblique baissière majeure. Et vous voyez qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de passer. Donc c'est la poursuite de la tendance haussière en place depuis 2 mois sur Cameco Corp.
et en données journalières. La séance du jour avec le gap haussier ici et le dépassement des plus hauts de décembre. Si on clôturait comme ça, en tous les cas, eh bien, ce serait donc un signal haussier validé, une sortie de canal à la hausse sur Cameco Corp. Groupon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Amazon, c'est un range, j'en attends la sortie. Netflix, c'est une tendance haussière, on s'approche des plus hauts historiques. Peut-être bientôt un nouveau signal d'achat en cas de dépassement des plus hauts sur Netflix. Par contre, si on échoue sous cette borne-là, on pourrait connaître une consolidation. Mais vous voyez bien que depuis la publication des bons résultats au mois d'octobre, les acheteurs ont la main et ça grimpe toutes les semaines pratiquement. Ensuite, Arconic continue de rebondir après le test positif de son support et la cassure de l'oblique baissière ici que l'on avait noté ensemble. Advanced Micro Device continue sa tendance haussière. US Silica Holding toujours dans son canal haussier bien orienté. Donc vous voyez, aux États-Unis, les titres en tendance haussière qui cassent des résistances, on n'en manque pas, et ce tous les jours. Donc c'est caractéristique d'un beau marché haussier. Ensuite, on va regarder les matières premières. Alors, pour vos questions concernant certains titres, vous inquiétez pas, on pourrait y revenir après. Alors, sur les matières premières, on a le jus d'orange qui a fait un beau chandelier baissier hier qui revient vers sa zone de support. Si cette zone de support ici à 187 cents, les plus bas d'octobre dernier casse, eh bien, les vendeurs enfonceraient le clou. En tous les cas, ici, on a un beau retournement baissier. Ça montre bien que la tendance reste baissière. Ensuite, le café Robusta, il travaille ses plus hauts de 2016. Mais il est sur ses plus hauts annuels. Et il est donc sous une résistance majeure. On verra si ça passe ou pas dans les séances à venir. Le riz continue son beau rebond. Oh, c'est vraiment magnifique, le riz. Le riz, on l'a vu en 2015. On l'a vu en 2016. Et à partir de la mi-2016, il est revenu 3 fois sur le seuil des 9,20. Les 3 fois, je vous ai écrit un papier. Les 3 fois, il a regagné 10%. Il a regagné 10% ici, ici et là. Et là, de nouveau, depuis le support, on gagne 4-5%. Ce support est absolument magnifique parce qu'il est propre graphiquement. Il est proprement travaillé par les cours. Proprement défendu par les acheteurs, et en plus on avait des divergences sur indicateurs. Voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous en ont profité, mais en tous les cas, ce support était magnifique. D'ailleurs, si on va dans les analyses, ici, vous allez, le 27 décembre, j'avais fait un petit papier, je vous avais montré le blé à 380, il est à 400, il a gagné 6%. Je vous avais montré le riz à 9,18, il est à 9,60, il a gagné 4%. Je vous avais montré le platinium à 908, il est à 960, il a gagné 5%. Et je vous avais montré l'or à 1140, on est à 1180, on a gagné 4%. Donc on a gagné de 4 à 8% sur chacune des 4 configurations que j'ai mis en place, que j'ai mis sous surveillance il y a une semaine. Voilà. Ensuite, les bovins engraissés. C'est un range, comme je l'expliquais ce matin. On a cassé la tendance haussière de court terme. Il y avait une oblique ici qui passait par tous les plus bas qui a été cassée. Donc je considère désormais qu'on est de nouveau neutre sur les cours des bovins engraissés et j'attends la sortie de ce range. Concernant les pétroles, c'est haussier et je ne peux pas vous dire grand chose de plus que ça. C'est une superbe tendance haussière. C'est pas parce qu'on a perdu 5% avant-hier que les vendeurs ont pris la main. Les cours du pétrole sont extrêmement volatiles. Il est donc légitime qu'on ait des grandes, des jambes haussières puissantes et des jambes baissières tout aussi puissantes. Encore une fois, c'est la théorie de Dow qui prime. La théorie de Dow nous dit qu'une tendance haussière est caractérisée par des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Ici, vous voyez bien que les plus bas n'ont jamais cédé. On a donc des plus bas de plus en plus haut. On a donc une tendance haussière. Et donc, ce n'est pas parce qu'on perd 5% et qu'on fait un chandelier rouge pas beau un jour que on se retourne à la baisse. Au contraire, c'est un retour violent sur support. Le support a été testé, il a tenu, les acheteurs ont repris la main. Voilà. Et concernant le platinium, pour terminer, c'est la plus forte hausse du jour sur les métaux précieux et c'est justement l'alerte que je vous ai écrit mardi sur le site de CMC Markets.
et c'est la plus forte hausse des métaux précieux depuis 3 jours. Ensuite, on va passer sur les devises. Et sur les devises, en fait, je ne vais pas m'attarder. On a l'AUD-USD qui rebondit très nettement et qui revient sur une zone de résistance clé à 0,7330. On a l'euro qui rebondit nettement aussi et qui revient sous résistance à 1,0570. Et on a l'USD-Yen qui revient sur la zone des 115,50-116. Et je vous disais ce matin que l'euro était sous résistance, l'AUD sous résistance, l'USD-Yen sur support. Voilà. Eh bien, ça n'a pas changé. Le dollar, c'est ce qui a changé ce jour, est sous pression. Alors que les indices boursiers sont sur leur plus haut, vous voyez que le dollar, depuis ses plus hauts de mardi, baisse. Ça fait 48 heures que le dollar américain baisse. Et les raisons à cela, je vous en donne 2. La première, ce sont des prises de bénéfices légitimes en amont du NFP de vendredi, qui est une des statistiques les plus importantes du mois. La raison numéro 2, c'est l'enquête ADP inférieure aux attentes publiée ce jour à 14h15. Et ce sont ces 2 facteurs qui ont fait que le dollar, contrairement aux indices, même s'il est en tendance haussière, consolide un peu plus nettement ces 48 dernières heures. D'où le titre du jour, trou d'air sur le dollar, point d'interrogation. Si le dollar, effectivement, demain, avec les NFP, devait repartir à la hausse dans le sens de la tendance de fond, ce serait effectivement un trou d'air. Si par contre, on cassait demain les 101,70 et qu'on accélérait à la baisse sur le dollar, attention, le jouet serait peut-être cassé à court terme, ce qui permettrait aux paires en dollars et aux métaux dénominés en dollars de profiter du mouvement haussier en cours. Ensuite, pour finir, je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai Brigitte qui me demande de parler de Twitter et du cuivre. On va regarder ça tout de suite. Actions. Alors, c'est pas les actions US. Donc, dans les actions US, Twitter en hausse de 0,88% à 17 €. Eh bien, elle sort de notre petit range. Donc là, on a une tentative de signal haussier sur Twitter. Merci Brigitte. Donc Twitter, c'est une tendance baissière de long terme, c'est une tendance neutre sur les 6 derniers mois, c'est une tendance baissière en journalier. Et on a vu que Twitter se stabilisait la semaine dernière sur la zone des 16,30 $, 16,40 $ et que le titre faisait de la résistance. On a vu hier que le titre Twitter s'appréciait, je vous ai montré que le titre Twitter était sous une résistance à 16,90 $ et qu'il y avait un gap à combler à 17 $. Eh bien, on a cassé les 16,90, on a comblé le gap à 17 $. Maintenant, on va voir si d'ici la fin de la séance, les acheteurs transforment l'essai pour clôturer au-dessus de cette résistance des 16,90. Auquel cas, un retournement à la hausse pourrait avoir lieu en direction du prochain gap baissier ici, situé entre 17,50 et 17,90. Si on clôture sous les 16,90, ça reste neutre dans un range comme depuis 10 jours. Donc, il est intéressant de suivre la clôture sur Twitter. Ensuite, vous me demandiez de regarder les cours du cuivre. Alors on va regarder ça, les cours du cuivre. Alors les cours du cuivre, ils sont un petit peu coincés, ils sont un petit peu, frustrants pour un acheteur de métaux, parce qu'on a les métaux précieux qui remontent bien, l'or, l'argent, le platine et le palladium. Par contre le cuivre, c'est pas vraiment ça. La hausse de ces dernières séances est relativement réduite. Et je montrais en fait ce graphique ce matin pendant la matinale, ce triangle chartiste duquel on est sorti par le bas ici le 16 décembre dernier, et en fait on bute sous la borne haute de ce triangle. Eh bien il se pourrait que le cuivre consolide, et puis qu'une fois qu'on est passé l'apex du triangle, la fin du triangle, peut-être qu'on passera par le haut au-dessus des 260 $. Donc voilà, pour l'instant le cuivre est soutenu, il a tenu son support, il a redémarré à la hausse ces dernières séances, mais il est coincé sous résistance à 258, 260. Il faut peut-être laisser un peu de temps au temps pour voir si, une fois qu'on aura passé la borne de ce triangle, si les acheteurs enfoncent le clou à la hausse. Alors Brigitte me dit « Merci pour le Bitcoin d'avoir fait le point, car mes fils m'en parlent tous les jours, je vais leur dire d'écouter ce que vous dites. » Alors, je ne suis pas du tout contre les cryptocurrencies, contre les nouvelles devises électroniques. Je ne suis pas du tout contre le Bitcoin. J'en ai parlé à plusieurs reprises ces dernières années. Quand le Bitcoin en 2013 s'était envolé de 600 à 1200 $, j'avais écrit un papier dessus et j'avais expliqué que la hausse du Bitcoin me rappelait la crise de la tulipe, c'est-à-dire la première bulle boursière dans les années 1600.
car le graphique était exactement le même. Vous aviez une première phase spéculative, une retombée des spéculations, puis une envolée extrêmement puissante et volatile et historique. Et puis par la suite, on a une retombée du Bitcoin de 1000 $ à 200, 300 $. Mais le mouvement qui est en place depuis un an semble plus construit, plus nourri de volume et peut-être plus solide. Voilà. Néanmoins, comme n'importe quel actif boursier, en fait, Brigitte, qui a quadruplé en l'espace d'un an, eh bien, je suis prudent. Voilà. Tout comme un actif que l'on traite graphiquement, si le Bitcoin casse les 1163, c'est plus haut historique, il pourrait accélérer au-dessus. Mais tant qu'il est dessous, eh bien, il vient d'être multiplié par 3 en l'espace de 2-3 mois. Il peut donc légitimement consolider. Voilà. Et quand il y a des personnes qui me parlent, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'or, du Bitcoin, des choses comme ça, je ne peux pas vous répondre à ces sujets. Ça dépend de de votre sensibilité. Voilà. Ensuite, quelle est la borne basse pour Macy's déjà, me dit Paul. Alors Paul, vous allez le voir si vous ouvrez votre graphique, hein, je crois que c'est 30 $. Elle est où Macy's? Elle est là. C'est 30 $, oui. C'est les plus bas de mai dernier. Donc on va voir si le cours baisse à 30 $, est-ce qu'il y aura une mèche dessous ou pas, est-ce qu'on tiendra en clôture ou pas, c'est à surveiller. C'est intéressant en tous les cas. Frédéric me dit, peut-on voir le coton? Bien évidemment Frédéric, on peut regarder le coton qui a cassé une résistance clé à 72 cents hier, qui a accéléré ce jour au-dessus des 74 cents, et on assiste à des prises de bénéfices cet après-midi me semble-t-il. Voilà. Donc on a eu un signal haussier fort hier, une accélération haussière, on a gagné 2%, 3% hier. On a gagné 2% très rapidement ce matin dans l'accélération, et puis là on assiste à des prises de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'on assiste à des prises de bénéfices? Parce qu'on se rapproche des 75,50, et vous me direz, mais Nicolas, pourquoi n'as-tu pas tracé ta résistance à 77,60? Pourquoi est-ce qu'elle est à 75,60? Eh bien tout simplement parce que si on revient dans le passé, je pense qu'on va trouver un seuil à ce prix. Voilà. Et quand on revient dans le passé en données hebdomadaires, on se rend compte que les 75,50, c'est une résistance qui date de 2013. C'est la raison pour laquelle j'avais tracé ma résistance à ce seuil-là. Et même si en août, on avait dépassé ce seuil, vous voyez qu'on est très rapidement, violemment repassé dessous. C'est donc une résistance majeure que l'on a approchée, et c'est la raison pour laquelle on a assisté à des prises de bénéfices. Voilà. En attendant, ceux qui se seraient placés à la cassure des 72, eux, sont en gain et ont même pu protéger leur position et ne peuvent théoriquement donc plus perdre. Paul me dit, un mauvais NFP demain peut-il faire monter les marchés? Alors vous savez, Paul, les marchés sont hallucinants ces derniers temps. On pensait que Trump allait faire baisser les indices. Au final, les indices américains ont explosé de 15%. Donc je ne serais même pas étonné d'un mauvais NFP et d'une hausse des indices. Mais il est vrai que la donne pourrait avoir un petit peu changé par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, si on avait un mauvais NFP, c'est bien, on avait une Fed qui restait accommodante et ça soutenait les marchés. Là, on a changé, on s'est resynchronisé sur un scénario fondamental positif. Donc un chiffre décevant pourrait faire baisser les indices. Voilà. Donc votre raisonnement, Paul, je le partage. On verra demain à 14h15 pour l'émission Live NFP, on en parlera ensemble. On verra à 14h30 le chiffre, on verra la réaction des marchés. Il est clair qu'un NFP très mauvais viendrait mettre à mal les perspectives de baisse du chômage de Trump. Ça mettrait à mal le scénario de tout simplement de la remontée des fondamentaux en 2017, c'est-à-dire de la croissance, de l'inflation, du chômage qui baisse et en gros du meilleur des mondes. Voilà. Le scénario idyllique sur lequel semblent s'être synchronisés les opérateurs ces dernières semaines et qui demandera donc à être confirmé ou non en ce début d'année. Donc le NFP, premier chiffre majeur publié en 2017, sera d'importance demain et je pense que c'est ce qui a engendré cette volatilité et ces prises de bénéfices sur le dollar américain, alors que les indices, eux, sont restés complètement haussiers et continuent même, alors que je vous parle, d'aller chercher leur plus haut récent.
On m'a demandé aussi quels étaient les prochains objectifs techniques sur le 440 au-dessus des plus hauts récents. Eh bien écoutez, pour ce faire, vous prenez un graphique hebdomadaire, vous vous mettez sur 3 ans, et vous regardez vos résistances, et vous avez les 4950 points plus haut de novembre 2015, les 5000 points seuil psychologique et plus haut de novembre 2015, et ensuite c'est la zone des 5002, 5003 qu'on a travaillé à l'été 2015. Donc voilà, tant que les supports tiendront, tant qu'on sera au-dessus de 4820 points, le prochain objectif 4950, 5000, et qui sait, si le premier trimestre devait bien se passer, 5002. Et si ça se passe mal, on se retournera. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Un quart d'heure US qui dure 40 minutes, c'est assez complet, je pense. J'ai parlé de tous les actifs que vous souhaitiez. Bah écoutez, c'est parfait. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions intéressantes. On se retrouve demain matin à 10h pour la matinale, à 14h15 pour le live NFP et à 15h45 pour faire le point sur la fin de la semaine avant le week-end. Au revoir à tous.